Depuis juillet 2024, la France et l'Algérie traversent leur plus grave crise diplomatique depuis l'indépendance de 1962. Si les tensions s'enracinent dans un passé colonial toujours douloureux, elles se sont aggravées à cause de sujets qui n'ont parfois rien à voir les uns avec les autres. Le conflit du Sahara occidental qui déclenche tout, ensuite les affaires judiciaires de Boualem Sansal et de Christophe Glaise, l'histoire assez sombre autour d'Amir DZ, les propos de Bruno Retailleau, les OQTF, les polémiques autour des influenceurs algériens, enfin bref. Plein de sujets qui s'entremêlent alors qu'à la base, ils n'ont pas grand-chose à avoir à faire ensemble. Chacun de ces dossiers alimente entre les deux pays un climat de défiance, avec en toile de fond la récupération politique autant en France qu'en Algérie. Vous êtes sur 0 degré, moi c'est Johan Forget et je vous explique tout. Pour mieux comprendre tout ça, il faut revenir en 1830 au tout début de la colonisation de l'Afrique par les Européens. L'histoire franco-algérienne débute par la colonisation de l'Algérie par la France. Cette colonisation de peuplement va complètement transformer la société algérienne vu qu'en 1848, l'Algérie devient un département français. Il fait donc officiellement partie de la France. Mais tout ça crée un statut juridique assez spécifique. À l'époque, le système colonial met en place une grosse inégalité entre les populations. D'un côté, 1 million d'Européens, de l'autre, 9 millions de musulmans largement discriminés. Un exemple de cette discrimination, c'est le décret Crémieux. En 1870, il donne la nationalité française aux Juifs d'Algérie, laissant complètement de côté les musulmans. Un autre exemple, c'est le Code de l'indigénat, qui en 1881 impose plus de contrôle aux populations locales et évidemment moins de droits. Petit à petit, ces discriminations vont faire naître un fort sentiment de rejet et un début de contestation nationaliste. Près de 120 ans après le début de la colonisation, la guerre d'Algérie éclate le 1er novembre 1954 avec la Toussaint Rouge. Une insurrection orchestrée par le FLN, le Front de Libération Nationale, qui a été créé un mois plus tôt en octobre 1954. 70 attentats sont commis simultanément, signalant l'entrée dans un conflit qui durera 8 ans. Le 16 mars 1956, l'Assemblée nationale vote les pouvoirs spéciaux en Algérie. Cela permet au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre. Cette décision marque un tournant vers la militarisation du conflit. Et en effet, moins d'un an après ce vote éclate la bataille d'Alger, en janvier 1957 donc, qui constituera le moment le plus controversé de cette guerre d'Algérie. Le 7 janvier, le général Jacques Massu reçoit les pleins pouvoirs pour réduire la rébellion par tous les moyens. Avec 8000 parachutistes, il divise la ville en secteurs pour affaiblir la résistance algéroise. La torture devient alors systématique dans les centres de détention. Cette stratégie permet en effet de démanteler l'organisation du FLN, mais au prix de méthodes qui marqueront durablement les mémoires. 60 ans plus tard, Emmanuel Macron reconnaît les crimes inexcusables commis par l'armée française à cette période. Il est le premier président français à le faire. Les accords d'Évian mettent officiellement fin à la guerre le 18 mars 1962. Ils prévoient une phase de transition avec un gouvernement provisoire algérien, la libération des prisonniers sous 20 jours et surtout l'organisation d'un référendum pour que les Algériens décident de leur avenir eux-mêmes. Ce vote a lieu quelques mois plus tard et sans surprise, la majorité des Algériens votent pour l'indépendance. L'Algérie devient alors officiellement un pays indépendant le 3 juillet 1962. La guerre d'Algérie a laissé derrière elle un lourd bilan. Environ 25 000 soldats français et 140 à 150 000 soldats algériens sont morts au combat. De plus, près de 50 000 harkis, donc ces Algériens qui avaient combattu aux côtés de la France pendant la guerre, ont perdu la vie ou ont disparu. À cela s'ajoute le départ massif des pieds noirs, donc ces Français ou ces Européens qui vivaient en Algérie depuis plusieurs générations, qui retournent donc en Europe, pour la majorité en France. Pour sceller cette période sombre, les deux pays signent l'accord franco-algérien le 27 décembre 1968. Ce dernier est relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens en France, et il constitue un pilier des relations bilatérales. Entre la fin de la guerre en 1962 et les récentes tensions de 2024, la relation franco-algérienne a été marquée par une alternance de rapprochements et de tensions récurrentes, mais sans jamais atteindre un niveau de crise aussi profond qu'en 2024. Mais alors qu'est-ce qui déclenche cette crise diplomatique ? Le 30 juillet 2024, le président français Emmanuel Macron adresse une lettre à Mohamed VI, le roi du Maroc. Le président français annonce officiellement que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Bon, on va essayer de remettre dans le contexte, mais on va faire simple. Le Maroc revendique le Sahara occidental depuis 1975, quand l'Espagne s'est retirée.
parce que c'était une colonie espagnole avant. Rabat parle de droit historique invoquant l'héritage de l'Empire almoravide. Alger, de son côté, soutient le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui. Et cela s'inscrit évidemment dans la volonté de l'Algérie d'être le garant du droit des peuples à l'autodétermination. Vu qu'on connaît maintenant leur histoire, on comprend pourquoi. Aujourd'hui, le Maroc contrôle 80% du territoire du Sahara occidental et a construit le mur des sables pour sécuriser ses positions. La République sahraoui, qui est d'ailleurs reconnue par l'Union africaine, occupe actuellement plus que 20% du territoire. Malgré un cessez-le-feu commandé par l'ONU en 1991 et la promesse d'un référendum sur l'autodétermination sahraoui, il n'y a pas eu de vote depuis. La position de la France, donc à travers la lettre qui a été envoyée à Mohamed VI, constitue un véritable revers pour l'Algérie. La presse algérienne et plusieurs représentants politiques algériens ont même qualifié la démarche d'erreur historique et de négation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. De plus, la réaction diplomatique ne fut pas des moindres. Dès l'annonce, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris. La crise diplomatique est lancée. Le 16 novembre 2024, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Il est condamné en première instance le 27 mars 2025, puis en appel le 1er juillet à 5 ans de prison ferme et 500 000 dinars d'amende, ce qui équivaut à peu près à 3 300 €. Ce qu'on lui reproche d'avoir donné en 2024 une interview aux médias d'extrême droite Frontières, dans laquelle il explique que l'Algérie avait hérité de territoires marocains pendant la colonisation française. Le pouvoir algérien lui reproche aussi ses écrits, dans lesquels il critique souvent le gouvernement. Juridiquement, les accusations portent sur atteinte à l'unité nationale, outrage à corps constitué, pratique de nature à nuire à l'économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité du pays. Le 6 mai 2025, l'Assemblée nationale française adopte une résolution appelant à la libération immédiate de l'écrivain. Pour l'instant, pas grand-chose à bouger, Sansal reste en prison. Mais une autre affaire secoue le conflit, celle de Christophe Glaise. Ce journaliste français indépendant de 36 ans, collaborateur des magazines connus comme SoFoot et Society, est condamné le 29 juin 2025 à 7 ans de prison ferme par le tribunal de Tizi Ouzou. Il avait été arrêté en mai 2024 lorsqu'il faisait un reportage sur la jeunesse sportive de Kabylie. Il était resté sous contrôle judiciaire pendant 13 mois. La justice algérienne lui reproche des contacts avec un dirigeant du club de foot JSK, également responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ce mouvement, créé en 2001 après le printemps noir de Kabylie, est classé organisation terroriste par l'Algérie depuis 2021. Les charges retenues contre le journaliste incluent donc apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Le gouvernement français, par la voix de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, affirme sa détermination à faire libérer le journaliste. De plus, une quarantaine de sociétés de journalistes appellent à sa libération immédiate et dénoncent une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Ces deux affaires illustrent bien à quel point ce conflit diplomatique fait des dégâts collatéraux et des victimes qui ne devraient normalement pas être emportées dans le torrent des désaccords franco-algériens. Et on peut en effet se poser la question du timing de ces deux condamnations. L'arrestation de Boualem Sansal intervient seulement 4 mois après la reconnaissance de la France du plan marocain au Sahara occidental. Et la condamnation de Glaise coïncide presque parfaitement avec la condamnation en appel de Sansal, suggérant une stratégie coordonnée des autorités algériennes. Paris dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Alger, de son côté, refuse toute ingérence dans ses affaires judiciaires, qualifiant même les accusations françaises de cabale inadmissible. L'enlèvement d'Amir Boukors, dit Amir DZ, constitue un tournant majeur dans la crise franco-algérienne. Ce blogueur algérien de 41 ans était un opposant au régime, suivi par 1,1 million d'abonnés sur TikTok. Il était installé en France depuis 2016 et avait obtenu l'asile politique français en 2023 après le refus de la France de l'extrader vers l'Algérie en 2022. L'Algérie avait en effet émis 9 mandats d'arrêt internationaux contre lui pour escroquerie et infraction terroriste. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec Amir DZ ? Il est enlevé le 29 avril 2024 près de son domicile dans le Val-de-Marne. L'opération mobilise plusieurs équipes. 4 faux policiers munis de brassards et d'une voiture à gyrophare procèdent à l'enlèvement initial. Amir DZ est ensuite emmené dans une planque en Seine-et-Marne où il est drogué et séquestré par d'autres ravisseurs. Il est relâché le 1er mai 2025 en pleine forêt dans un état second après que ses bourreaux l'aient lavé à l'eau de javel pour effacer les preuves. L'enquête du parquet national antiterroriste français révèle l'implication présumée
résumé des services algériens dans cette histoire. Le 11 avril 2025, 3 hommes sont mis en examen. Parmi eux, un agent consulaire algérien en exercice au consulat de Créteil. L'enquête suggère d'ailleurs que l'opération était planifiée depuis les plus hautes sphères de la diplomatie algérienne, impliquant donc l'ambassade d'Alger à Paris et le consulat de Créteil. Évidemment, l'arrestation de l'agent consulaire provoque la fureur à Alger. Le 12 avril 2025, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien reçoit l'ambassadeur de France pour exprimer sa vive protestation. L'Algérie dénonce l'arrestation en pleine voie publique et sans notification par le canal diplomatique de leur agent consulaire. Ils contestent d'ailleurs l'argumentaire vermoulu et farfelu du ministère de l'Intérieur français. Le 12 avril 2025, l'Algérie riposte et renvoie 12 agents de l'ambassade et des consulats de France. Paris répond immédiatement comme dans un match de tennis et renvoie 12 diplomates algériens. Et le 16 avril 2025, la France va plus loin et rappelle son ambassadeur à Alger pour consultation. On a donc affaire à un enchaînement d'expulsions diplomatiques qui ne mènent pas à grand chose à part envenimer le conflit. Ah, les OQTF, on en a entendu parler ces derniers mois. En 2024, 130 000 OQTF sont délivrés en France, mais seulement 15 000 retours effectifs sont enregistrés. Ça fait un taux d'exécution de 11,5%, ou plutôt un taux d'échec de 88,5%. Ce taux d'échec impressionnant illustre les difficultés structurelles de la politique d'expulsion française. Vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de tout ça, parce que les Algériens sont concernés par ces chiffres. Avec plus de 30 000 personnes, les ressortissants algériens sont la première nationalité contrôlée en 2024. D'ailleurs, la même année, 2999 Algériens sont visés par des décisions d'éloignement, le chiffre le plus élevé depuis 10 ans. Sauf que quand l'Algérie refuse de laisser rentrer ses propres citoyens qui sont visés en France par une OQTF, ça pose problème. Le cas de l'attentat de Mulhouse du 22 février 2025 en est un parfait exemple. L'assaillant était un Algérien de 37 ans et était sous OQTF. Ce jour-là, il tue un civil et blesse 3 policiers municipaux. Et selon Bruno Retailleau, la France avait contacté à 10 reprises l'Algérie pour obtenir l'expulsion de cet homme. Face au refus algérien, la France fait le choix d'une riposte graduée. Début 2025, Paris, puis Rabat en réaction, suspendent les facilités accordées aux détenteurs de passeports diplomatiques. Ça veut dire en gros que les diplomates algériens et français ont beaucoup plus de mal qu'avant d'obtenir des visas. François Bayrou va plus loin et menace de dénoncer l'accord de 68 dont on a parlé tout à l'heure si l'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants sous 6 semaines. Emmanuel Macron, pour calmer les tensions, nuance cette position en mars 2025, se disant favorable non pas à dénoncer mais à renégocier cet accord. Parlons un peu de Bruno Retailleau, parce qu'il a son rôle à jouer dans cette histoire. Il est ministre de l'Intérieur depuis septembre 2024. Retailleau, c'est la main ferme du gouvernement. Il fait le choix d'adopter une ligne ferme et directrice envers l'Algérie. Ses déclarations publiques multiplient le champ lexical de la confrontation, avec des mots comme rapport de force, braquet et agresseur. Et le 19 mars 2025, il va un peu plus loin parce qu'il déclare sur Sud Radio « Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie, c'est l'Algérie qui nous agresse ». On parle donc maintenant d'agression comme si on était dans un conflit armé. Et les propos de Bruno Retailleau ne plaisent pas du tout à Alger. En mai 2025, le ministre des Affaires étrangères algérien dénonce une prise de bec fabriquée par son homologue français. Selon lui, les relations étaient pourtant en train de s'apaiser. Et face à cette tension grandissante, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, refuse également beaucoup d'invitations, voire toutes, de se rendre à Paris. Ce qui illustre clairement la dégradation du dialogue politique. Parlons des influenceurs algériens. Début janvier 2025, une série d'arrestations d'influenceurs algériens en France ravive les tensions entre les deux pays. 6 personnes sont visées pour avoir diffusé des contenus appelant à la violence, notamment contre des opposants au régime algérien. Parmi eux, Youssef A, alias Zazou Youssef, qui est arrêté à Brest le 3 janvier pour apologie du terrorisme. Dans une vidéo sur TikTok, le 31 décembre, il appelait à commettre des attentats en France. Il sera finalement condamné en appel à 18 mois de prison ferme et une interdiction de séjour de 10 ans en France. Un autre influenceur qui fait la une à ce moment-là, c'est Boualem N, alias Doualem. 59 ans et 168 000 abonnés sur TikTok. Il est arrêté le 5 janvier 2025 pour avoir incité à donner une sévère correction à un opposant du régime algérien à Alger. Expulsé vers l'Algérie le 9 janvier, il est refusé par les autorités algériennes et donc renvoyé en France. Il sera finalement condamné à 5 mois de prison avec sursis. Bon, ces arrestations, elles peuvent paraître anodines, mais elles ne le sont pas du tout. Elles soulignent une réalité très inquiétante. Certains influenceurs algériens domiciliés en France
utilisent leurs réseaux sociaux et surtout leur portée sur ces plateformes pour s'en prendre aux opposants au régime algérien. Et ce qui interpelle, c'est l'ampleur de leurs audiences. Des centaines de milliers de personnes, parfois même des millions. Et avec autant de personnes, certains des messages véhiculés pourraient avoir un impact très grave sur la liberté d'expression et de pensée, autant en France qu'en Algérie. Ces affaires d'influenceurs s'inscrivent plus largement dans l'instrumentalisation de la diaspora algérienne. Et les autorités françaises dénoncent même l'utilisation des ressortissants algériens comme des fusibles des relations diplomatiques. Bon, ces affaires illustrent parfaitement la brouille diplomatique entre la France et l'Algérie. La France, poussée par son ministre de l'Intérieur aux ambitions présidentielles, semble redoubler d'efforts pour condamner et expulser les influenceurs algériens. Et l'Algérie, de son côté, refuse de les laisser rentrer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une vision simpliste du conflit encouragerait Monsieur Tout-le-Monde à dire que la France devrait mettre la pression à l'Algérie. Parce que quand même, on est la France. Sauf que c'est pas si simple. La France, comme l'Algérie, ont tout intérêt à faire fonctionner cette relation. Et ce serait catastrophique pour les deux pays si la coopération venait à s'écrouler complètement. L'alliance sécuritaire entre la France et l'Algérie en est l'une des raisons les plus importantes. Cette dernière est cruciale pour la stabilité au Sahel, une région menacée par l'expansion d'Al-Qaïda. L'Algérie, qui abrite le centre antiterroriste régional CEMOC à Tamanrasset, possède également l'un des services de renseignement les plus puissants d'Afrique. Le pays joue donc un rôle clé dans la lutte contre les groupes djihadistes. Lors de la crise malienne en 2013 par exemple, l'Algérie avait ouvert son espace aérien à l'opération française Serval, ce qui montre l'importance de cette collaboration. Aujourd'hui, la crise bloque les échanges et la coordination entre les deux pays, et ça fragilise clairement la lutte antiterroriste dans la région. La France et l'Algérie ont donc un intérêt commun à rétablir leur coopération pour contrer la menace d'Al-Qaïda au Sahel. Un autre enjeu est évidemment l'enjeu économique. En 2024, les exportations de produits agroalimentaires vers l'Algérie ont chuté de 22%. Cela illustre l'impact direct de cette crise sur certains secteurs clés. De son côté, l'Algérie dépend à près de 80% des hydrocarbures qu'elle exporte vers la France. Cela représente une source majeure de revenus. Et si la crise perdure, l'Algérie pourrait renforcer ses relations diplomatiques avec la Chine ou encore la Russie. Et cela au détriment des entreprises françaises et de la sécurité énergétique. Cette dépendance mutuelle crée des vulnérabilités. Restaurer la confiance est donc vital pour préserver ces échanges stratégiques et la stabilité économique des deux pays. Bref, si on résume, cette crise, c'est un mélange entre un passé colonial jamais vraiment digéré, des tensions géopolitiques actuelles et une série d'affaires qui font monter la pression des deux côtés. Mais malgré tout ça, la France et l'Algérie ont besoin l'une de l'autre. Pour l'économie, pour la sécurité, mais aussi parce que les liens humains sont immenses. Des millions de Français ont des origines algériennes et ont de la famille en Algérie. On ne peut pas juste couper les ponts avec eux. Donc oui, la situation est tendue, mais elle n'est pas sans issue. Il faudra des gestes des deux côtés et surtout l'envie de retisser un lien avant que le dialogue ne soit totalement rompu. Si la vidéo t'a plu et que t'as appris quelque chose, je t'encourage à t'abonner et à mettre un like. S'il y a un sujet que t'aimerais que je décrypte pour ma prochaine vidéo, je t'encourage à le mettre dans les commentaires.